Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va bien? Bien, très bien. Et vous? Une début de semaine très pluvieuse. Et du coup, on est ravis d'accueillir un rayon de soleil dans ce studio. C'est notre invitée Elsa Esnou. Bonjour. C'est gentil, bonjour. Chanteuse, comédienne avec beaucoup d'actualités. On va revenir avec vous sur ce succès incroyable qui vous arrive aussi aujourd'hui à tous les niveaux. Aujourd'hui, depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui, mais bon. Comme vous y allez. C'est bien de vous souligner Non, que vrai, ça dure. Ça dure, voilà. On a toujours dit dans ce métier, le plus difficile, c'est de durer. Vous êtes d'accord? Ça, c'est vrai. Ça remonte à combien de temps, la première fois où vous avez eu un peu des ventes, votre premier disque? On va dire que je fais à peu près un album par an, donc on pourrait se dire que ça fait 7 ans, mais on va dire 8 ans. 8 ans que vraiment on fait de la musique, je sors des albums, et puis c'est vrai que c'était incroyable. Il s'est passé des choses assez rapidement dès la sortie du premier album. Et pour rebondir sur ce que dit Christine, vous avez peur des fois que ça s'arrête? Est-ce que c'est une angoisse que vous avez ou vous avez un plan B? Bien sûr, moi j'ai peur tous les jours que ça s'arrête, mais c'est pour ça aussi que... Mais après j'y pense pas, c'est-à-dire que je vais pas me réveiller le matin en me disant demain c'est fini. En revanche, c'est vrai que par contre je garde ça dans ma tête, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je m'accroche, que je continue de travailler, parce que ça reste aussi du travail, bien que ce soit bien sûr évidemment ma passion, mais il faut s'accrocher effectivement pour que ça puisse durer. Et puis voilà, on va dire que je fais tout pour que ça continue. Maintenant, c'est vrai que j'ai cette chance aussi d'avoir vraiment ce public qui me suit. Avec 2 casquettes, ouais. Donc on va en parler dans un instant. La chanson et tout ça. J'avais juste une dernière question. Les mystères de l'amour s'arrêtent. Vous faites quoi? Est-ce que vous pensez que, en tant que comédienne, vous arriverez à enlever cette étiquette et à faire, je sais pas, quelque chose de dramatique pour une série de TF1 ou France 3, ou ça sera très compliqué de faire autre chose? Non, je pense que honnêtement, cette histoire d'étiquette, ils ont dû, mes collègues en souffrir peut-être entre guillemets à l'époque, parce que on avait il y avait vraiment ces 6 chaînes là. Maintenant, il y en a de plus en plus de chaînes. Il y a même des gens qui existent au travers des réseaux sociaux. Maintenant, je pense qu'il y a moins ce côté étiquette. Maintenant, il peut toujours y avoir la possibilité d'avoir un rôle ailleurs. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de l'avoir parce que je travaille tout le temps. Donc, pour l'instant, je croise les doigts pour que ça continue. Mais de toute façon, il y aura toujours des choses à faire parce que je fais d'autres choses à côté. 5 disques d'or quand même au compteur d'Elsa Esnou, ce qui est quand même pas rien, et on le souligne. On va parler de tout ça avec vous dans un instant, mais là, c'est le tour. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end à la télé. C'est l'heure du zapping, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Plus de 13 heures au salon de l'agriculture. Les chaînes info samedi ont tout capté. Alors les heurts, la violence, la négociation, les joies et les peines d'Emmanuel Macron, mais aussi sa colère. C'est de faire ce qui est utile. Pour la première fois, il y a une réunion intersyndicale. Je réunis les gens. Je leur dis quels sont vos points. Je leur dis je vais dire ça. Ensuite, on se met d'accord ensemble. On dit on calme les choses, on fait venir une vingtaine. Et après, j'ai des responsables nationaux qui descendent et qui disent on n'a rien entendu, vous pouvez continuer. Et donc je dis, ça s'appelle ne pas tenir des accords. J'aime pas ça. Quand on me prend pour un imbécile, je n'aime pas ça. C'est tout. Monsieur le Président, je vous en prie, excusez-moi, ils vous ont pris pour un... Qui vous a pris pour un imbécile? La FNSEA aussi? Non mais, en tout cas résolument, les messages qui ont été donnés après les échanges qu'on a eus n'étaient pas ceux qui m'avaient été tenus en tête à tête. Vous avez suivi un petit peu tout ce qui s'est passé au sein de l'agriculture? Alors là, je vous avoue, avec vraiment honnêteté, j'étais en province, je suis partie faire aussi des concerts, des dédicaces, j'étais pas trop... Là, je vous avoue, j'étais un petit peu ailleurs, j'ai entendu vite fait des choses, mais je suis pas trop... Et vous allez y aller au salon de l'agriculture ou c'est... Non, du tout. Non. Du tout. L'info brute, c'était l'info brute en temps réel. C'était incroyable d'ailleurs de regarder BFM ou les chaînes. C'était du live. Vraiment en live avec plusieurs reporters. Moi j'ai une pensée pour tous les caméramans quand même, parce que ça bouscule. Oui, exactement. Faites sportif là. Le week-end, c'était aussi le week-end des directs avec les Césars, et si le discours évidemment de Judith Godrèche a marqué la soirée, il y a eu aussi celui de la nouvelle coqueluche du cinéma français, celle de Raphaël Quenard, César 2024 du meilleur espoir. Alors, maintenant on dit meilleure révélation, ils ont changé la catégorie, et il n'a pas voulu lâcher le micro. Évidemment, moi, pendant que le micro est à ma disposition, je compte pas le lâcher de sitôt. En tant que petit-fils de paysan, je voudrais dire une chose, c'est que la culture, comme tout le reste, elle dépend et elle n'est rien sans l'agriculture. Et donc je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous donner chaque jour, nous offrir le luxe de remplir nos estomacs avec des bons fruits, des bons légumes, des bons céréales.
de qualité française. Donc, vive l'Académie, vive la France, avec César, et vive mes amis d'enfance. Oui, c'était un joli discours. Vous avez jamais été nominé aux victoires? Vous pensez qu'il vous boude? Non, parce que vous vendez beaucoup de disques. Oh bah, c'est sûr que ce serait sympa d'y aller. Évidemment, je vais pas vous dire le contraire. Maintenant, bon, vous savez, je laisse les choses se faire tranquillement. Voilà, moi, tout ce qui compte, c'est que le public soit là, que je puisse continuer justement de faire ma passion. Voilà. Donc le public est là, c'est tout ce qui compte. Sympa d'y aller, ça veut dire que vous n'êtes même pas invité? Bah, écoutez, moi, je n'en ai pas connaissance en tout cas, mais c'est pas bien grave. Dans quelle époque notre champion de judo, Teddy Riner, s'est plaint de ne pas avoir assez d'invitations aux Jeux Olympiques où il va concourir? C'était samedi soir. Je suis en train de me battre tous les jours pour avoir des places. Allô, Teddy? Non, mais en fait, ils pensent que c'est la loterie. Même vous devez vous battre? Mais bien sûr. Allez, on est trash? Ok. La fédération, le champion que je suis, tout ce que j'ai ramené à la fédération, j'ai le droit à 2 places. Non. Mais j'aime ma fédération, j'aime mon sport. Hein. On a le droit à 2 places par jour. Comment ça, par jour? Pour tous les jeux? Sur ma journée à moi. Mais c'est pas possible, ça. Alors après son passage, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est fendue d'un tweet pour indiquer en fait que chaque sportif en fait a droit à 8 places. Il y en a 2 qui sont fournies par la fédération, par sa fédération, bien sûr, et 6 par le CIO, et ça c'est la règle pour chaque sportif. Et la fédération de judo lui a aussi rappelé qu'elle avait acheté plus de 7000 places pour les bénévoles des clubs. Voilà les précisions suite à la diffusion et de ce qu'il avait dit. Mais je pense qu'il estime que tout le monde essaye d'avoir des invitations pour les JO, mais c'est compliqué. On a entendu la réflexion, effectivement, quand Léa Salamé dit, vous aussi, vous cherchez des places. Visiblement, il y a du monde autour qui cherche des places. C'est quelque chose qui vous excite, l'arrivée des Jeux Olympiques, ou pas du tout? Oh, je trouve ça sympa, bien sûr. Bon, mais je sais qu'il ne faudra pas rester à Paris. Oui, voilà. Vous faites partie des personnalités qui vont fuir. Vous avez entendu Anne Hidalgo, elle dit ne partez pas, ça serait une connerie, elle dit. Non, mais je pense que parce que si ça devient vraiment très, très incirculable, ça va être compliqué. Non, mais bon, après on verra, parce que je crois que nous, en plus, on va avoir des tournages un petit peu en stand-by, donc ça peut être l'occasion exceptionnelle un petit peu de partir. Alors, vous n'êtes pas du tout sportif, il n'y a pas un sport qui vous plaît? Ah si, alors moi je suis fan de ski, j'adore le ski. Pour le jeu d'été, c'est un peu compliqué. Je sais, mais vous, vu que vous m'avez demandé le sport, moi c'est le ski et la natation, j'aime bien. Voilà. Ici on parle souvent de l'addiction aux natation, il y aura. Ici on parle souvent de l'addiction aux écrans des plus jeunes. Eh bien Christine, vous savez que désormais l'hôpital de Bondy en Seine-Saint-Denis propose une consultation de sevrage pour les enfants. C'était un reportage de BFM. À 3 ans et demi, Chekna Ousmane n'arrive pas encore à prononcer des phrases claires. Le diagnostic, une dépendance aux écrans depuis son plus jeune âge. En fait, il passait toute la journée devant les écrans. Parce que on était en plein Covid, donc du coup on ne sortait pas et regardait la télé toute la journée. Pour remédier au problème, en septembre dernier, les parents de l'enfant ont remisé leur télévision à la cave. En remplacement, ils ont acheté des jeux, une solution qui pourrait aider d'autres parents venus avec leur enfant consulter cette pédiatre. Ils viennent en disant mon enfant ne parle pas, mon enfant ne parle pas bien, je comprends pas ce qu'il dit. Il parle une nouvelle langue, ils le disent pas comme ça, c'est moi qui l'interprète, qu'on appelle le YouTublish. C'est-à-dire que les enfants, ils arrivent, enfin les parents disent il fait 1, 2, 3, il fait les couleurs en anglais, ou alors il fait l'alphabet. Ouais, on vous voit Elsa, écoutez avec attention cette addiction aux écrans chez les enfants. Ça vous inspire quoi? Oui, tout simplement, déjà, moi, je pense juste, déjà, avant tout, c'est peut-être bizarre à dire, mais déjà à leurs yeux, pour pas déjà que ça leur abîme trop les yeux, parce que déjà, quand vous commencez tout petit à être addict comme ça, à passer des heures et des heures et des heures, on sait déjà que pour nous, les adultes, on nous dit déjà attention à toute cette lumière bleue, etc., machin. Il y a plus en plus donc pour les petits, voilà, ils ont toute la vie devant eux, donc voilà. Donc maintenant, c'est vrai que moi, je comprends aussi, parce que c'est la génération de maintenant, c'est à notre disposition, donc. C'est normal, et puis je pense qu'ils ont besoin aussi, eux, de se retrouver dans un univers. Maintenant, c'est vrai que le mieux serait effectivement qu'ils lâchent un petit peu ça, surtout si jeunes, pour qu'ils puissent aussi se sociabiliser un petit peu plus, rester avec d'autres enfants, et pouvoir aussi se créer, qui laissent parler leur imagination en jouant aussi, parce que le fait de jouer, de se retrouver même, par exemple, des petites filles avec des petites poupées, des Barbie, ou même d'ouvrir des livres, effectivement, ça va leur faire travailler leur cerveau peut-être un petit peu plus que s'ils se mettent en mode un petit peu off, juste genre tranquille à regarder quelque chose. Peut-être que ça va moins. Enfin, à un âge si jeune,
C'est ça. Voilà, c'est peut-être moi, c'est plus de la santé, tout ça. La santé mentale et santé visuelle et tout ça. Vous êtes accro à votre portable, hein ? Mais effectivement, moi, en tant qu'adulte, je suis accro par rapport à mon travail, parce que j'ai besoin d'être sur les réseaux sociaux. C'est la bonne excuse, le travail. Ah non, mais franchement, je reconnais que je suis addict. Vos réseaux sociaux ? Pardon ? Vous gérez vous-même vos réseaux sociaux ? Oui, je les gère. Oui, c'est moi, tout à fait. Et d'ailleurs, je dis toujours aux gens, faites bien attention parce qu'il y a des comptes certifiés et il y a des faux comptes. Surtout, ne vous faites pas avoir. Il y a trop de gens qui se font encore avoir avec les faux comptes. Ça, c'est terrible. Mais sinon, moi, je suis obligée, malheureusement, d'être, addict pour ça. Mais j'ai envie de lâcher aussi un petit peu. Je me sens mieux quand je lâche. Voilà. Bon, alors là, c'est du lourd que je vais envoyer. Attention. Depuis vendredi, LOL diffuse. Vous connaissez LOL, Christine ? Bien sûr. Ah, je suis étonné. Non, je vous taquine. LOL diffuse les 3 derniers épisodes ce week-end. Ah, vous avez regardé ? Ah, vous avez regardé ? J'en ai regardé un. Ah, alors, comme toujours à la fin, il y a 2 finalistes. Et il y a une épreuve importante dans LOL. Les 2 finalistes s'affrontent dans une épreuve de barbichette. Et pour venir perturber les 2 finalistes, ils ont fait intervenir Affida Turner qui a entonné sa version de la barbichette. Moi, je pense que c'est un futur tube. Vous nous direz. Écoutez, Affida Turner. Are you ready? On va rester comme ça. Affida. C'est pas possible de rater ça. Barbichette, tu me la tiens, je te la tiens. Oh yeah, Barbichette, tu me la tiens. T'auras une tapette. Voilà, Affida Turner dans LOL. On explique pour ceux qui n'ont pas Prime Video, LOL. Il ne faut pas rire dans ce jeu. Ah oui, j'ai pas précisé. Vous nous faites la barbichette ? Barbichette. Je connais pas encore la chanson, mais en tout cas, j'avoue que moi, ça me fait déjà sourire, mais plus que sourire. Faut savoir que c'est du 12e degré. Et là, j'ai pas vu cette saison. Pardon. J'avais vu les saisons d'avant, donc moi, j'ai en morte de rire parce que alors moi, qu'est-ce que je ris, mais facilement en plus. Mais là, j'ai pas vu cette saison, et donc il faut que je la regarde là. Vous verrez la fin. Je vous dis pas qui sont les 2 finalistes, drôle, mais sûr. Regardez l'arrivée d'Affida Turner. Donc on rappelle le concept. Ce sont des vedettes qui sont enfermées. Des humoristes. Et des humoristes beaucoup, des comédiens, des chanteurs. Et le principe, c'est d'essayer de faire rire les autres. Sinon, si on rit, on est éliminé. Avant la fin de la semaine, je ferai une barbichette. Ah, on essaiera tous les 2. Si vous voulez. C'est dur de pas rire. Hein. On sera au salon de l'agriculture. Ça devrait marcher tout seul. Allez, dans un instant, on va se retrouver, bien sûr, avec notre invitée Elsa Esnou, qui est parmi nous ce matin sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8. Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je peux vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence. Sud Radio, parlons vrai. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs de vacances situés dans les plus beaux endroits de France. Profitez d'équipes dévouées, des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à vous mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et notre invitée, c'est la comédienne et la chanteuse Elsa Esnou pour ce nouveau single Évidence que vous nous proposez aujourd'hui. La musique, c'était une évidence par rapport à la comédie ? Oh. Ah oui. Vous avez vu, je l'ai bossé, Achille. Je l'ai bossé toute la nuit. Bien trouvé. Oui, c'était une évidence. Elle a vraiment précédé la comédie pour moi. Et vous préférez quelque chose ? C'est-à-dire que vous vous dites vraiment, c'est sur la scène, c'est sur la musique, c'est là-dessus que je donne ce que j'ai envie de donner au public, ou vous voulez continuer aussi la comédie, mais avec des rôles qui peut-être vous aimeriez aller ailleurs? Oui, bien sûr. Alors bon, c'est vrai que ça reste donc les deux grandes passions de ma vie, effectivement la comédie et le chant. Maintenant, c'est vrai que s'il fallait vraiment choisir, je dirais le chant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand je chante, je suis moi-même, je suis Elsa. En plus, j'ai la chance de pouvoir faire mes propres chansons, donc que je signe, j'écris, je compose. Et en plus, quand vous êtes vous avez écrit la moitié j'ai des la moitié là. Oui, en général, j'ai à peu près la moitié, à peu près sur les albums. Et c'est vrai que quand je suis comme ça devant le public, quand je suis avec eux, mais c'est tellement magique que ça n'a pas de prix, quoi. Je veux dire, ça vaut quelque part tous les rôles du monde parce que vous êtes avec les gens, vous les entendez, vous les ressentez. Enfin, c'est magique en fait. Et c'est une émotion qui touche le public, qui doit aussi vous toucher également parce il me touche énormément. Ouais. Ils me font pleurer, moi, des fois, d'émotion, je vous le dis. Est-ce que le public a grandi dans ces 7 ans ? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ou est-ce qu'il reste fidèle à vous ?
Ah, je peux vous dire que moi, j'ai vu des gens grandir parce qu'ils me montrent des photos. Par exemple, il y a 7 ans, encore pas plus tard qu'hier, parce que j'étais en séance de dédicace. Et elle était petite, par exemple, la jeune fille qui était devant moi. Puis là, après, je la vois plus grande et je fais, oh là là, déjà, dis donc, ça rajeunit pas tout ça. On se prend. Mais c'est génial ce qu'elle dit. Moi, je te suis depuis que je suis toute petite. Ou alors, il y a aussi des jeunes parents qui viennent avec leur bébé, avec leurs enfants et qui disent, tu es sa première chanteuse. Donc, effectivement, on va dire que l'histoire d'amour, toute cette communauté grandit, mais c'est vrai, donc grandit dans tous les sens du terme, c'est-à-dire elle s'élargit et à la fois elle grandit en âge aussi, donc c'est génial. Vous serez en concert mois de mars prochain. Il y a une tournée donc qui se profile. Mais il y a déjà 2 dates dont on peut parler, Saint-Grégoire et à Nantes, à la Cité des Congrès, le 22 mars et le 21 mars à Saint-Grégoire. Et puis il y a également, on peut écouter. Vous avez écouté Évidence ? Oui, bien sûr que j'ai écouté Évidence. Allez, on y va. Comme une évidence, tous les deux, on s'est remarqué dans cette folle insouciance. On s'est reconnus, on s'est aimé et le monde a cessé de tourner. On a foncé tête baissée à deux, on a osé se lancer. On se retrouvait en cachette, ensemble on perdait la tête. C'était peut-être trop tôt, on est peut-être allé trop vite. Tu n'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû prendre la fuite. Mais on s'est dit pourquoi pas tenter toi. Il s'appelle comment ? Pardon ? Il s'appelle comment ? Le garçon de la chanson. Ah, je ne peux jamais citer. Mais... Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Voilà, ça c'est le jardin secret. Non, mais c'est une histoire vraie ? J'ai cru avec mon cœur. Ouais, j'ai cru des ressentis que j'ai pu avoir. Ouais. Et finalement, non. De quoi ? Finalement, non. L'histoire n'a pas eu lieu. Ah si j'ai écrit des choses que j'ai vécues, je les ai vécues. Oui. Alors, moi, je le savais pas, très sincèrement. Vous avez une aura au Japon incroyable, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas non plus. Comment vous l'expliquez ce succès comme ça au pays du soleil levant, qui est un public hyper compliqué, pointu. C'est pas simple de réussir comme ça. C'est vrai que quand j'ai chanté pour la première fois devant eux à Tokyo, en plus il y avait la fille de l'empereur, alors il y avait une sorte de stress aussi, et je me suis dit est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont apprécier, alors qu'ils vont sans doute pas comprendre un mot. Et en fait, il y a une certaine magie qui s'est passée, parce que c'est ce qu'on m'explique en fait avec la musique, parce que c'est ce que me disait en fait aussi mon producteur. Il me dit, tu sais Elsa, c'est pas finalement après des paroles, c'est un tout. Une chanson, c'est magique, et si ça marche en général dans un pays, il y a de grandes chances que ça marche aussi ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a eu une magie qui s'est passée. J'ai chanté et ils étaient là, ils étaient tellement attentifs. Ils ont applaudi, alors, et en plus, ils ont une autre attitude. C'est-à-dire que c'est pas genre là, un public rock'n'roll, qui vont se lever, qui vont frapper dans les mains. Ils sont très sages, très, très disciplinés, très discrets. Mais alors après, je peux vous dire qu'ils ont fait la queue, ils se sont mis en file. Il y en avait pas un qui dépassait la file pour faire une photo en me demandant l'autorisation avec un bouquet de fleurs. Et ils ont demandé que je revienne. Donc, il y a eu cette magie pour moi qui s'est passée, puisqu'ils ont adhéré. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Je pense qu'ils ont été sans doute touchés peut-être par des chansons d'amour, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu. Et vous chantez, vous avez fait une chanson en japonais ou pas pour eux ? Alors j'ai fait une chanson, on va dire en français, mais j'ai intégré 3 phrases japonaises. On y va ? On y va ? Alors, Ichi anata wa... C'est plus facile en chantant, parce que c'est la mémoire. Ichi anata wa kirei ni chibun no kimoshi tsai-tsai-san aishiteru Tokyo. Voilà, ça c'est les 3 phrases que j'ai intégrées. Pardon. C'est genre 1, Tokyo, je pense à toi. 2, Tokyo, tu me manques. 3, Tokyo, je t'aime. Voilà, c'est. Bravo. Voilà. Je suis impressionné. Voilà. Il y a aussi donc la Elsa Esnou, comédienne. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi donc de ce succès. Alors, on parle des mystères de l'amour. Alors, ça nous a bercé quelque part aussi. Amour, gloire et beauté. Là aussi. The Bold and the Beautiful. Ah oui. Alors là, chapeau, incroyable. J'y croyais pas. Alors, ça va bientôt être diffusé sur TF1. Hein. Alors, ça va être diffusé sur TF1, mais donc c'est diffusé aux États-Unis. Vous êtes la guest star, enfin, ce qu'on appelle les chaînes américaines vous ont demandé de venir en tant qu'actrice
et joué un rôle de Française dans la série. Tout à fait. Oui, c'était vraiment... Amour, gloire et beauté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mesdames, messieurs. Ah, mais c'est ça pour moi, je vous avoue que je vivais clairement un rêve éveillé. En plus, c'est une série que je regardais avec ma grand-mère quand j'étais petite. Donc, en plus, voilà, je me disais, j'espère qu'elle est fière de moi. Parce qu'elle adorait cette série. Et effectivement, donc, j'ai tourné des épisodes, 3 épisodes, pour être précis. Et effectivement, les comédiens incroyables, tellement gentils. Ils sont très pros. Qu'est-ce qui vous a surpris par rapport au tournage en France que vous faites justement sur l'amour, les mystères de l'amour, avec Amour, gloire et beauté. Quelle la chose qui vous a le plus surpris dans les tournages? Moi, ça a été vraiment ce professionnalisme, mais vraiment ce côté très sérieux quand on vient sur un tournage. Nous, c'est un petit peu presque encore une fois, je veux pas. C'est ça. Voilà, c'est très entre potes, voilà. Alors que là, c'est tellement carré. Voilà, tout le monde sait son texte. Il y a pas une hésitation. On est déjà en place pour les caméras. On n'a pas le temps en fait de répéter plusieurs fois avant la scène. Enfin voilà. Il y a la petite sonnerie. Non, vous n'avez pas ça comme au cinéma, je me rappelle pas pour annoncer la séquence. Vous avez ça au cinéma. Peut-être. Je vous avoue que là, j'ai pas forcément fait attention à ça. Et puis, il y avait tellement de monde sur le plateau. Donc, si vous voulez, il y a un brouhaha avant de dire action. Par contre, action, waouh. Vous aviez un prompteur là-bas? Parce que souvent, dans les sitcoms, il y a des prompteurs, non? Ah non, du tout. Moi, j'ai jamais connu le prompteur pour jouer la comédie. Jamais. Et il y aura d'autres expériences outre-Atlantique, du coup? Alors, en tout cas, ils ont envoyé des messages à mon producteur en disant, enfin, à la production, à notre production à nous, en disant, voilà, qu'ils aimeraient bien que je revienne. Et ils sont en train de tout mettre au point pour essayer de faire ça. Vous annoncez ici officiellement que votre rôle va peut-être revenir dans Amour, gloire et beauté. Je croise les doigts, je voudrais pas que ça... Voilà, je voudrais pas, voilà, mais en tout cas, normalement, oui, c'est un projet, en tout cas. Je pourrais pas vous dire quand, j'en ai aucune idée, parce que même eux, ils carburent, ils travaillent, voilà, il faut essayer de caler des dates, voilà. Ouais, c'est chapeau. Impressionnant. Oui, bravo, Japon, États-Unis. Est-ce que vous allez vous doubler vous-même pour la version française? Je me suis doublée. Ah, vous vous êtes doublée? C'est déjà fait. Alors, ça fait quoi de se voir dans la série? Parce que ça doit être quelque chose d'arriver dans le... Déjà, de se doubler soi-même, c'est un luxe incroyable. Et puis, d'arriver au studio de doublage et d'un seul coup, bim, c'est vous sur l'écran. De se voir soi-même, j'avoue que ça fait étrange. Enfin, c'est étrange, quoi. Ça fait bizarre. Donc, mais j'étais tellement contente. En fait, vous savez, moi, je le dis toujours, moi, je vis un rêve éveillé, en fait, depuis le début de cette carrière, finalement, de comédienne chanteuse. Moi, je vis un rêve. Donc, je savoure chaque instant de ma vie. Et comme si c'était le dernier, quelque part. Ouais, on peut vous souhaiter que ça continue, en tous les cas, vous. J'espère. Et puis, samedi, vous étiez dans l'émission de Cyril Ferraud sur 100% Logique. Oui. Est-ce qu'on accepte facilement cette émission? Parce qu'on peut se dire, je vais passer pour quelqu'un de pas malin ou autre. Est-ce que vous... Non, mais vous avez été en plus brillante. Donc, c'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est un risque pour un artiste de faire ce genre d'émission? On peut dire que, évidemment, pour ce genre d'émission, évidemment que c'est toujours des risques, parce qu'on a envie d'avoir toujours cette image, de se dire, bon, voilà. Mais honnêtement, avec tout ce qu'on m'a fait faire depuis le début, entre des Fort Boyard, des trucs où on me voit hurler à la mort, avec des insectes sur moi, ou des trucs, vous savez, bon, je me suis dit, bon, moi, au bout d'un moment, je viens juste m'amuser. Et puis, moi, ce que j'ai envie aussi, c'est de donner un petit peu de, voilà, faire sourire les gens, et puis on verra bien, puis voilà, on s'amuse. Non, parce que les autres peuvent être cruels aussi. Oui, ils peuvent, mais bon, si vous saviez. Bon, et justement, sur les réseaux sociaux, vous qui dites, vous gérez tout, est-ce que tous ces messages que vous pouvez recevoir de positifs, mais aussi de négatifs, comment vous faites pour gérer tout ça? Honnêtement, en fait, là où on va dire, aujourd'hui, encore une fois, j'ai beaucoup de chance d'avoir vraiment cette communauté, c'est ce public qui me soutient. Donc, en fait, je me sens quelque part portée, voilà, et protégée avec eux, en fait. C'est un truc de fou, parce que si vous voulez, s'il y a le malheur d'avoir un seul commentaire négatif, vous en avez 10 qui vont répondre dans la foulée, en disant, ouais, lui parle pas comme ça. C'est génial! C'est vos bodyguards. J'ai une garde protégée. Ils sont incroyables, je les aime tellement. Voilà. Mais là où j'ai vécu, on va dire, vraiment, un peu des critiques, vraiment, ça a été quand j'avais fait Danse avec les stars, parce que là, si vous voulez, comme vous êtes tous les jours à l'antenne, là forcément il y a plus l'occasion pour les gens de vous critiquer ou des choses comme ça, surtout qu'en plus moi, le jury aimait bien me casser, c'était, je pense que ça faisait partie du jeu, j'en sais rien, ils aimaient bien me casser, mais attention, j'adore Danse avec les stars, attention, et je les embrasse tous. Vous n'avez pas regret d'avoir participé?
Pardon ? Vous n'avez pas de regret d'y avoir participé? Et je voulais vous dire justement, et grâce à tout ça, c'est incroyable. Moi, j'ai vu la force, la puissance justement de cette communauté, et qui eux, en fait, m'ont porté chaque semaine où en fait, ils votaient pour moi, j'allais machin. Moi, ils m'ont donné cette force, et je me suis dit que pour eux, je vais rester forte, et je veux leur montrer que justement, il y a rien qui peut nous faire tomber, et ensemble, voilà, on va y arriver. Et je voulais donner confiance aussi aux autres qui doutaient d'eux, en fait. Ouais. Voilà. Donc c'est super, tout va bien, nickel. Ça peut arriver que sur Internet, il y a des choses gentilles qui se passent, c'est pas mal. De toute façon, on dit toujours, vous ne ferez jamais l'unanimité. Hein. Voilà, il y aura toujours des gens qui vous critiqueront, mais pensez surtout à ceux qui vous soutiennent. Alors, il y a justement, on va parler des idées reçues et des préjugés dans un instant avec notre invité. Mais on vous remercie infiniment, Elsa, d'être passée nous voir sur Sud Radio. On rappelle donc le nouveau single Évidence avec l'album. L'album est sorti, la tournée sur Apple. Exactement. Et puis Amour, Gloire et Beauté, bientôt sur TF1 avec vous. 3 épisodes. Et puis les mystères de l'amour. Et les mystères de l'amour chaque week-end sur TMC. Chaque dimanche à 19h. Vous avez dit que ça s'arrêtait. C'est pas possible. J'ai pas dit que ça s'arrêtait. Ah bon, je croyais qu'on quelqu'un. Non, j'ai pas dit ça, pas du tout. Ah, je croyais. Non, je lui ai demandé le jour où ça s'arrêterait, si elle avait un plan B. Donc, de toute façon, j'ai des plans B. J'ai des plans B. Vous inquiétez pas, là, de la ressource, Elsa. Merci infiniment d'être passé nous voir. Ça continue, hein. Oui, ça continue. C'est à l'amour du public. Derrière vous, juste après la pause, on retrouve le réalisateur Emmanuel Lebert. On va parler de ce pays. Bienvenue au pays des idées reçues. Il y a un documentaire très sympa qui est diffusé ce soir sur Paris Première. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Et notre invité, c'est le réalisateur Emmanuel Lebert, ce soir sur Paris Première à 23h15. Si vous avez envie de changer un peu d'air, respirez. On va parler des préjugés. Bienvenue au pays des idées reçues. Emmanuel Lebert, qu'est-ce qu'on a comme préjugés et des phrases toutes faites pour cataloguer les gens, en fait? Bah, c'est ça, oui, on a des tas, on en a toujours. Ça va très vite dans le cerveau, et il suffit qu'une personne entre dans une pièce pour que on la catégorise à partir de son sexe, à partir de sa couleur de peau, son âge. Ça va très très vite. Où il habite. Exactement. Donc on est bourré de préjugés, hein, moi le premier. Donc j'ai appris beaucoup de choses en faisant tout au long ce film. Et d'ailleurs, vous parlez à la première personne. C'est ce qui fait aussi la couleur de ce documentaire où on vous suit en voix off. Vous avez un Pierre Perret incroyable. Et puis il y a aussi des choses étonnantes. Vous allez voir vos propres amis. Alors, vous avez un ami asiatique. Vous lui demandez s'il fait pas du jiu-jitsu, du kung-fu. Oui, bon, les choses classiques qu'on entend. Mais alors, quelle différence entre avoir des préjugés, c'est-à-dire avoir une opinion préétablie, et le racisme? Est-ce que c'est la même chose ou pas? En fait, les préjugés conduisent à toute forme d'ostracisme, de discrimination. Ça peut être le racisme, ça peut être l'agisme envers les personnes âgées ou trop jeunes, le sexisme envers les femmes ou les hommes. Bref, donc c'est des tas de discriminations. C'est là où le sujet était un peu piégeux, parce que je travaille toujours avec l'humour, le second degré, ça fait partie, c'est ma marque de fabrique. Et c'est vrai que de s'emparer de ce sujet qui est plutôt sérieux et politique, et d'arriver à en rire, voilà, c'était l'équilibre que je devais trouver. J'étais dans mon VTC ce matin, il y a une voiture qui a déboîté. C'était une femme au volant. Voilà. Il a dit, je suis sûr que c'est une femme, et on l'a dépassé, et c'est un monsieur âgé. Ah oui, c'est la même chose. Comment on lutte contre les préjugés? En mettant le doigt dessus? Je pense qu'effectivement, on est donc tous amenés à avoir des préjugés, c'est presque automatique. Là où ça devient plus compliqué, c'est d'en avoir conscience, de se dire j'ai des préjugés. Donc c'est déjà une prise de conscience, et ensuite ça passe certainement par quand même le savoir, l'empathie, qui est quand même une valeur importante chez l'être humain. Il va y avoir des cours d'empathie dans les écoles, vous y croyez, vous? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, ça peut pas être une mauvaise chose, on va dire. Après, est-ce que ça va fonctionner? Je pense que c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps dès le plus jeune âge. Parce qu'on voit le harcèlement scolaire, on voit ce que ça donne dans les cours de récréation et sur les réseaux sociaux derrière, avec, on le sait, une forme de vengeance numérique terrible, qui conduisent au suicide des jeunes.
Et puis il y a également dans votre documentaire 2 parties moi qui m'ont vraiment intéressé. Une partie qui est aussi l'historique, c'est-à-dire que bon allez je spoilie, vous racontez quelque chose de fabuleux sur la fameuse expression c'est un travail d'arabe. C'est-à-dire que nous on pense qu'un travail d'arabe c'est un travail mal fait et qui est pas terrible, qui est vraiment c'est ni fait ni à faire. Et en fait l'origine est totalement à l'inverse puisque alors je me rappelle plus de quelle époque, mais on remet un bijou à quelqu'un qui a une petite minuterie et autres, et la personne lui dit... La précision. Ouais, la précision, et il lui dit, parce qu'il voudrait modifier des choses, et il lui dit, laisse tomber, c'est un travail d'arabe, mais sous-entendu, c'est tellement minutieux, tellement bien fait qu'on n'arrivera pas à le modifier, à le changer. C'est incroyable. Exactement. C'est Momo qui raconte ça. Mohamed qui fait des travaux chez moi. Et effectivement, je vais même vous avouer que au moment où il me dit ça, j'en rigole un peu, je suis étonné et j'ai un préjugé. Je me dis, Momo, qu'est-ce qu'il me raconte voilà. Et en fait, en allant chercher, effectivement, alors toute l'histoire qu'il raconte, elle est ajustable, mais il est vrai que ça vient de là en fait. C'est un contresens travail arabe. Ouais, c'est incroyable. Et alors sinon, vous avez été voir quelqu'un qui vous explique également le fonctionnement de nos cerveaux sur les préjugés. Et les préjugés peuvent changer en fait par rapport à 2 critères, l'éducation et le niveau social. Oui, entre autres. Ce qui n'est pas complètement étonnant, mais c'est vrai que quand on va voir un scientifique, un universitaire, c'est toujours compliqué d'avoir des certitudes parce que c'est un travail qui est quand même très rigoureux. Mais on apprend effectivement que son milieu social et son éducation peut favoriser ou non les préjugés. Et c'est vrai que le savoir, le QI aussi est forcément un peu en lien avec cette question des préjugés. On a vraiment tous des réactions presque je dirais animal, d'emportement, on est énervé, on va juger quelqu'un très vite. Mais c'est quand on met notre deuxième système en place, un système plus réflexif, plus intelligent, qui prend plus de temps, parce que voilà, le cerveau c'est une machine qui a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Alors c'est simple de la mettre en mode préjugé, sans trop réfléchir. On a des intuitions. Est-ce que les préjugés, ça veut dire également qu'on est absent, on est vide de curiosité de l'autre, de savoir comment il va, comment il vit, qui il est exactement, et du coup on se renferme dans ses certitudes. Complètement. Le monde est complexe. Les gens sont plus complexes quand on les connaît vraiment. On s'aperçoit qu'ils sont pas tout blancs, ils sont pas tout noirs, etc. Donc le préjugé, c'est une façon un peu d'abandonner toute réflexion, d'aller plus loin. D'aller plus loin, encore une fois, toute empathie, c'est une valeur qu'on devrait Vous aimez bien les sujets décalés parce qu'il y avait un précédent film. Oui, juste avant, vous avez vu qu'on parlait de vous dans ce doc. On parlait des blondes. C'est ce que j'allais vous dire, évidemment que les blondes, il y en a pas un préjugé, il y en a une palanquée. Et pour mémoire, moi je me souviens d'une Marilyn Monroe qui a fait carrière sur une image de la blonde et qui en réalité était extrêmement littéraire, cultivé, qui adorait l'art profond, voilà. Mais là, vous êtes intéressé. Vous avez subi ce genre de préjugés ou pas? Ah oui, les blondes, j'habite le sud, donc forcément on habite Toulouse, on mange tout du cassoulet, évidemment le midi. Voilà, il y a Mais vous, est-ce que vous avez des préjugés sur les Parisiens? Ça démarre comme ça le doc d'Emmanuel Lebert. Est-ce que j'ai des préjugés sur les Parisiens? Mais c'est-à-dire que parfois les Parisiens, je vais être de mauvaise foi. Allez-y. Les Parisiens emmènent leurs préjugés avec eux. Donc je n'ai pas de préjugés avec les Parisiens. J'essaye de pas en avoir. Sauf sur la chocolatine. Alors ça, voilà, ça fait partie des ils se sont rabibochés, chocolatine et pain au chocolat. Vous avez aussi parce que le temps file, Emmanuel Lebert, vous êtes intéressé dans les différents documentaires que vous avez fait aux cons, les cons, c'est-à-dire vous mettez une espèce presque rare sur Paris Première. Un patrimoine national. Exactement. Et sur Strong, Lance Armstrong évidemment aussi fort que fragile. Strong, non pas Lance Armstrong. Non. Strong aussi fort que fragile, mais vous intéressez au sport. Oui. Et c'est quelque chose qui est dans votre centre d'intérêt. Oui, le sport. Sur la santé mentale. Le documentaire qui est sur Prime Video, c'est un documentaire sur la santé mentale des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau dans notre société sont des héros, des personnes qui sont
très médiatisé. Donc, on voulait toucher à peu près tout le monde. Il s'agit de sportifs, mais en fait, cette question de la santé mentale, c'est une question sociétale. On a vu récemment pas mal d'articles sur la santé mentale des jeunes aussi, nos 18-24 ans. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut mettre sur la place publique. Et c'est vrai que les sportifs de haut niveau qui ont participé à ce documentaire, de premier plan, c'est tous des médaillés olympiques, champions du monde, ont eu ce courage de parler, de briser ce tabou. Donc voilà, et c'est bien pour tout le monde, c'est pour le sport et pour la société. Mais est-ce que vous vous êtes aperçu, puisqu'on parle de préjugés, on dit que les Français n'ont pas la gagne. Est-ce que c'est un préjugé ou est-ce qu'ils ont le même mental qu'un Américain, un Russe ou un Allemand ? Ça, je pourrais pas, parce que ça serait émettre peut-être aussi des préjugés sur ces autres nationalités, mais ce que je peux dire, c'est que au contact de ces sportifs de haut niveau, quand je vois ce qui se prennent dans la tronche, il a pas assez bossé, assis, non. En fait, c'est tous de très grands professionnels qui se donnent, qui se sacrifient complètement au risque de leur santé mentale. Et quand la carrière s'arrête, c'est terrible. Ça doit être terrible, oui. Ça peut être ce qu'on appelle une petite mort, une première fois. En même temps, aujourd'hui, on voit des grandes stars du sport. Je pense à Simone Biles, la gymnaste américaine, qui a publiquement, et des tenniswomen, qui ont publiquement mis sur la table la question de leur santé mentale. Les choses sont en train de bouger. Elle bouge, je pense qu'elle bouge. Elle bouge à tous les niveaux. Mon documentaire peut faire un tout petit peu bouger. Celui sur les préjugés, j'espère qu'aussi, comme Pierre Perret qui le dit, mettre une petite graine comme ça, que ce documentaire... Bon courage quand même. Il n'est pas convaincu que vous allez réussir, Pierre Perret. Mais bon, écoutez, j'ai envie d'y croire. Alors, une chose qu'on n'a pas dite, Christine, c'est que non seulement le documentaire est très bien écrit et léger, mais aussi il est très créatif artistiquement, puisque j'aimerais faire un clin d'œil au dessinateur, puisqu'il y a beaucoup d'illustrations en dessin. C'est comme des dessins d'humour qu'on trouve dans les journaux. Il y a une petite patte un peu canard enchaîné. Complètement. Dedans. Avec Jean-Marie Nizan, le producteur, Bill Productions. On est allé chercher Didier Coulis. Il était déjà venu sur Les Cons, une espèce presque rare. Il amène vraiment... Il a un dessin un peu à la Réserve, j'ai trouvé. Oui, il a un dessin à lui. C'est un univers à lui. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai pas cherché à l'intégrer dans mon univers. C'est nos deux univers qui se sont côtoyés pour ce film. Oui, en sachant que le dessin humoristique, c'est vraiment toujours un peu au vitriol et ça appuie là où ça fait mal en général. Ils ont une synthèse. On a terminé. On est obligé de rendre l'antenne. Mais surtout, regardez ce soir Paris Première, regardez le replay de ce documentaire vraiment sur les préjugés. Et surtout, il est léger, quoi. C'est pas un documentaire. Dommage, 23h15. Qui vous prend la tête. C'est un peu tard. Ça dure 52 minutes. Et puis on va pouvoir regarder le rythme est quand même soutenu. On rigole bien. Et là, on va parler dans un instant avec nos débatteurs du Salon de l'Agriculture. Vous avez un préjugé sur les agriculteurs ? Non, j'ai vu un magnifique film, La ferme des Bertrands. Oui, il paraît que c'est magnifique. Non, j'ai rien à dire. Raphaël Quénard au César aussi a fait un très bel hommage. Je vais dans ce sens. Votre prochain doc ? Peut-être une relation entre humains et animaux de compagnie. C'est une bonne idée. Intéressant. Vivre ensemble encore. Et est-ce qu'on ressemble à son animal ? Il paraît. Bon, allez. En tous les cas, merci beaucoup Emmanuel Lebert, réalisateur ce soir, 23h15 sur Paris Première. Les préjugés, bienvenue au pays des idées reçues. À très bientôt dans un instant. Merci à vous. À demain Gilles. Dans un instant, on va tenter de se mettre d'accord. On va revenir évidemment sur le Salon de l'Agriculture avec tout ce qui s'est passé déjà en seulement 48 heures. On a tant de choses à se dire. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.